avoir laissé le meilleur pour la fin, c'est-à-dire faire la synthèse de tous ces travaux avec ces éminents experts. Donc je suis là sans filet, hein. Donc je vais me lancer. Ah oui, il fallait que je voie le... Donc, je vous propose un exercice extrêmement facile. Nous allons reprendre les 10 conseils pour éviter le burn-out et essayer de faire à travers ces 10 conseils une synthèse des travaux. Voilà. Parce que sinon, ça va être un infâme baratin et on va faire des répétitions, des reformulations et vous ne serez pas content parce que vous avez faim. Alors d'abord, on remercie Norbert, François et toute l'équipe et tous les annonceurs et tous les participants qui ont assuré la réussite de ce colloque. On peut les applaudir. Merci Norbert. Merci beaucoup hein, à tous les experts. Bon, Jean-Claude est parti, Michel est parti, mais merci. C'était vraiment des interventions de haut niveau. Alors, la première chose, donner du sens au travail. Pour revenir donc aux propos de Michel Debout. Oui. La question, j'allais dire mes camarades, mais la question, mes camarades, elle est centrale dans tout ce maelstrom de réorganisation. Tout le monde se pose la question, pourquoi je travaille? Pour qui je travaille? Et dans quel but je travaille? Donner un sens au travail, si ce sens n'est pas positif, c'est très difficile. Quand on ferme la pique d'Arras, ça va lui faire plaisir. Il est où le... Voilà. Il est là. Quand on ferme la pique d'Arras, elle n'est pas fermée pour l'instant. Mais quand on veut fermer la pique d'Arras, quel sens on peut donner aux gens qu'on a en face de nous? Il n'y en a pas. Sinon que le sens de dire, voilà, le courrier baisse, c'est pour faire des économies, etc. Donc c'est pas un sens mobilisateur. Donc donner un sens au changement, c'est possible, mais quand il n'est pas mobilisateur, ça sert à rien. Tout le monde a besoin de connaître le sens de son action. C'est ce que disait Michel Debout. Si on vous présente une réorganisation dont le sens est négatif, bien évidemment, ce n'est pas un argument de vente. Sauf de dire il faut sauver l'entreprise, mais on fait partie aussi de l'entreprise. Donc, donner du sens, oui, mais il faut que nos managers et nos patrons soient capables d'en donner. Et aujourd'hui, quand on entend le président Valls à la Poste, il ne donne aucun sens. Sa seule stratégie, c'est de faire des économies. Quand vous regardez toutes ces déclarations, il n'y a aucun sens. C'est de faire des économies. C'est tout. Il parle que de compte d'exploitation et d'économie. Il est incapable, alors peut-être qu'il n'y en a pas, donner un sens au changement, donner une réalité au futur. Alors après, promouvoir les collectifs au travail. Oui, mais alors là, il faut remonter déjà, mon cher Claude, à longtemps. Hein. Parce que tout a été fait dans cette maison depuis 90 et partout. Hein. On ne va pas non plus dire qu'on n'est que des martyrs à la Poste, loin de là. Pour individualiser le travail. Voilà. L'individualisation des tâches au travail crée l'individualisme. Et l'individualisme, c'est le cancer. Et encore pire, après les évaluations personnelles, vous vous rappelez quand les évaluations sont arrivées après la notation, après les objectifs individuels, qui sont souvent au début, qui étaient véritablement des gardes à vue. Hein. Moi j'en ai subi une, notamment, j'ai encore le souvenir. J'ai jamais été en garde à vue, mais c'était pas loin. Hein. Voilà. Hein. Ça a duré 3 heures. Ça a été 3 heures affreuses, voilà, etc. Il n'y a pas de témoin, c'est un face-à-face, c'est un huis clos d'ailleurs. C'est un huis clos, ça aussi, il faudrait changer les choses. Donc, on a tout fait pour individualiser, pixeliser le travail. C'est-à-dire qu'on a enlevé le collectif. Et ce qui est arrivé, c'est la digitalisation, c'est le numérique. Si vous rajoutez une couche du numérique là-dessus, alors je peux vous dire que là, l'individu, il n'est plus dans le groupe. L'individu, il est seul. Et il faut faire attention, parce qu'aujourd'hui, l'individu ne se sent pas comme un être singulier. Il ne se sent pas membre du groupe. Il se sent en dehors du groupe. On le reverra après, tout ce que tu as développé sur la reconnaissance. Hein, on le verra après. Mais pour ça, on peut combattre. Et pour combattre,
il faut absolument développer l'associatif. L'associatif, c'est un remède à l'individualisme. On le perd de vue. L'associatif, c'est un remède. Le syndicalisme, c'est un remède. Vous adhérez où vous voulez, il vaut mieux adhérer chez nous, mais c'est un remède. C'est un remède à ne pas être seul. Seul, on est toujours plus faible. Voilà, ça c'est important. C'est important que je voulais vous dire, c'est que le promouvoir le collectif au travail, c'est d'abord s'associer. C'est d'abord être ensemble. Parce que le travail fait tout pour que l'on soit pas ensemble. Ça c'est très important. Alors après, admettre le changement. Ben oui, toutes les sociétés, toutes les organisations, tous les individus, toutes les femmes, tous les hommes changent. Ne pas admettre le changement, rester dans l'immobilisme, c'est la mort. C'est tout, c'est la mort. Alors, le problème, c'est que accepter le changement, d'ailleurs, c'était un slogan, c'est incroyable. Je fais du direct, hein, mais ça me revient là. C'est incroyable. Le changement, c'est maintenant. Mais regardez, sans aller sur le fond du slogan, le changement. Dans cette société, le changement est devenu un leitmotiv. Pratiquement, les psychanalystes expliqueront mieux que ça, que moi, il est parti, le psychiatre, c'est presque un archétype, presque un totem. Le changement. Tout le monde parle du changement. Tout le monde parle de la réforme. Tout le monde parle, en fin de compte, qu'est-ce qu'on nous donne comme signal du matin jusqu'au soir, que ce soit dans les journaux, dans l'écrit, etc. Ce que vous êtes aujourd'hui à cet instant T, ce que nous sommes, ça ne va pas, il faut changer. C'est ce que tu disais sur l'immanence, hein. Toujours changer. Voilà. Toujours insécurisé. Il faut changer. Il faut réformer. Le moindre imbécile, homme politique de droite ou de gauche, quand vous donnez un micro, il faut faire la réforme. Ce pays ne se réforme pas assez. Voilà. C'est toujours changer. Alors bien sûr qu'on change tous, mais pour admettre le changement, ça revient à ce qu'on a dit avant, il faut donner un sens. Hein. Il faut donner un sens. Si on n'est pas capable, c'est pas la peine de dire, entre guillemets, vous voyez, il faut changer, mais changer pourquoi? Pourquoi changer? Voilà, c'est donner un sens. Donc il faut expliquer, comme disait Claude, tu l'as très bien dit, j'essaie de faire la synthèse, il faut citer tout le monde, hein. Comme disait Claude, il faut expliquer le futur. On ne peut pas admettre le changement si on ne sait pas expliquer le futur. Et aujourd'hui, c'est nos futurs, quoi. Voilà. Donc, où on nous mène, le changement c'est maintenant. Oui, mais il ne nous a pas expliqué le futur, le gars. Et on voit le résultat, quoi. Alors après, le quatrième, ça va, vous avez réussi à suivre, hein? Évaluer la charge de travail. Alors là, j'ai bien aimé ce qu'a dit Jean-Claude Delgene. Hein. L'évaluation de la charge de travail aujourd'hui, c'est très peu la hiérarchie qui l'a fait. C'est qui fait l'évaluation de la charge de travail? Exact, j'ai entendu là. C'est les robots. Ce sont les logiciels de production. C'est le lean manager. C'est tout ce que tu as connu déjà à la prod avant de partir. En fin de compte, le patron, les patrons, le manager donne lui un sens au robot. Lui, il dit la direction. Quelle direction il donne? Fais-moi des économies. Hein, Albessard connaît ça. Au courrier, au réseau, ils connaissent ça avec la V9. En fin de compte, le système, on rend responsable le système pour évaluer la charge de travail. Et même nous, syndicalistes, on tombe dans le piège. On dit la V9 supprime, la V9 va supprimer des emplois. Vous vous rendez compte où on en est arrivé? Je veux dire, même nous, on symbolise la machine. C'est la machine qui supprime de l'emploi. C'est la V9 à l'enseigne, enfin au réseau, qui supprime. Et puis au courrier, donne-moi un nom, je ne sais plus qu'est-ce que c'est. Hein? C'est méthode, vous voyez? Méthode supprime de l'emploi. On arrive même des fois à faire un raccourci en ne disant pas, ils utilisent un outil pour. On dit c'est la V9 qui supprime. Donc aujourd'hui, il a très très bien expliqué, hein, si vous lisez le bouquin d'Amazon, si vous lisez le bouquin Comment ça se passe à Amazon, vous avez des logiciels, vous êtes dans l'entrepôt, le logiciel calcule automatiquement votre augmentation programmée de productivité.
Donc vous ne pouvez pas travailler au-delà de 30 ans. Vous savez, dans les entrepôts d'Amazon. Vous ne pouvez pas. Il y a un journaliste là, qui a fait une immersion, qui a fait un livre, elle est restée 3 mois, vous ne pouvez pas. Les plus vieux ont 32, 33 ans. Le logiciel, une fois que vous avez acquis les gestes, le logiciel, il vous fait accélérer, et après vous avez des primes par rapport, des points par rapport à la productivité. Donc, il y a plus perverse que les hommes. Il y a les outils qu'ont inventés les hommes. Et aujourd'hui, ça pose un gros problème. C'est ce qu'a soulevé Delgen. Hein. C'est l'intrusion de toutes les techniques, je veux dire, modernes, informatiques, numériques. On ne va pas revenir à la machine à vapeur. Hein. Mais il faut absolument que l'homme, l'humain, le dirigeant reprenne possession de l'outil. Et reprenne possession de l'outil pour remettre l'humain au centre. Éliminer les tâches inutiles, bon, récurrentes, ça va avec. Hein, je veux dire, après, moi je disais plutôt que ça n'a pas été évoqué par nos experts, mais bien sûr que ça va de pair avec l'évaluation de la charge de travail, mais c'est aussi un peu une résilience de l'ancienne gouvernance. C'est-à-dire, tous ces robots, tous ces logiciels informatiques disent à tout le monde ce qu'il faut faire. Moi, je suis encore chef. Moi, je suis encore responsable quelque part dans l'organigramme. Bah, tu me feras un tableau de bord. Tu me feras un autre reporting. Parce que j'ai besoin de montrer que j'existe dans ma fonction. Et ça, on le voit bien. Hein. On le voit bien que on nous emmerde dans le boulot à faire des tas de reporting, les cadres supérieurs. J'ai été un cadre supérieur. Mais vous passez votre temps à rabâcher, à recompiler des chiffres que le système vous donne, mais que pour exister, donc on voit qu'il y a encore une ancienne résilience. Ça, c'est peut-être prendre en compte, c'est j'existe, donc je dois créer mon système d'information. Je n'existe dans ce système que si je suis capable de créer un système d'information. Ça, c'est à soulever. Ça n'avait pas été évoqué, et c'est une question à soulever. Alors, le 6, qu'est-ce que c'est que le 6 ? Permettre de l'autonomie. Oui, mais attention, hein. L'autonomie, ça ne doit pas signifier la solitude et ça ne doit pas signifier l'individualisation. Hein. Parce que l'autonomie, on la connaît, notamment dans l'encadrement supérieur. Démerde-toi, tu es autonome, tu as un cap, tu fais ton cap, c'est-à-dire tu fais tes objectifs. C'est pas moi, je suis plus... TDE, c'est le syndrome du DE. Hein. Le DE, il y a des idiots qui signent des accords en haut, dont nous des fois, et puis le DE dit, tout ce que vous signez, moi je peux pas, j'ai pas les moyens de l'appliquer. Hein. Ah bah t'es autonome, hein. Tu as une feuille de route, tu es autonome. Donc je pique où, si je suis directeur d'établissement, je pique sur la ligne force variable. Donc il y en a qui ont signé une absence à remplacement. Le DE qui n'a pas les moyens de réaliser tous ses objectifs, qu'est-ce qu'il fait ? Il pique sur la ligne moyen remplacement. Donc l'autonomie, oui, mais à condition hein, que l'autonomie ne vous déconnecte pas du groupe, que vous restez membre de la société du travail. L'autonomie, ça ne doit pas être l'individualisation et ça ne doit pas être la solitude. Alors télétravail, oui et non. C'est toujours pareil, c'est une question de société. Leur rêve, c'est d'avoir des robots et puis qu'on soit tous en télétravail. Voilà, je veux dire, ça c'est la société Google. Alors, générer le respect comme... alors ça c'est une notion, le respect, oui. Moi je suis sûr, comme l'a dit Madame Sokolov, il y a une question de savoir qui nous sommes. Hein. Voilà. Le respect, c'est déjà reconnaître la personne, reconnaître la singularité de chacun. Et aussi reconnaître sa responsabilité. On ne peut pas mettre en cause la responsabilité des autres si on ne se sent pas responsable. C'était le sens que vous avez dit. C'est-à-dire que je génère le respect. Si je veux générer le respect, il faut que je sois conscient que je suis une personne respectable. Alors, pour moi, le respect, ça ne s'apprend pas. Ou le respect, ça s'apprend tout petit. C'est une question, alors là, c'est un autre débat. C'est une question de culture, c'est une question d'éducation, c'est un problème de société. Le respect ne s'apprend pas à 20 ans ou à 25 ans quand vous arrivez dans l'entreprise. La notion de respect, c'est vraiment un des fondamentaux de l'éducation. Voilà, on me l'a soufflé. Alors, générer le respect, c'est nous, syndicalistes, de dire « Stop, tu ne me parles pas comme ça.
Stop, vous ne parlez pas comme ça. C'est ça notre boulot. Hein. Notre boulot, c'est de faire dire aux gens stop ou de leur dire stop. On vous a enregistré parce que nous aussi, on a des méthodes. Hein. Vous savez, il y a des fois, on a fait un enregistrement une fois d'une évaluation là, des objectifs. Il faut voir comment les gens y parlent. Stop, vous ne parlez pas comme ça. Vous leur mettez l'enregistrement. Non, non, c'est bon, faites-moi pas tomber, c'est bon, c'est bon. Hein. Voilà, le huis clos aussi ne génère pas le respect. Le huis clos génère l'irrespect. Ça, c'est extrêmement important. Quand on est devant un tribunal, quand on est devant un tribunal public dans la justice, le public est là. Quand vous êtes devant votre supérieur, et notamment quand vous êtes 4 sup ou 4 stratégiques, c'est très dur de se faire respecter parce qu'il y a un huis clos. Donc, socialement, là aussi, nous, on a travaillé sur le huis clos de l'évaluation. Il faudrait supprimer ce huis clos, c'est très compliqué, parce que le huis clos permet toutes les saloperies possibles et imaginables. Voilà. Alors, le 8, favoriser la reconnaissance. Ah ben là, tout le monde... j'ai bien aimé, la reconnaissance, c'est je me situe où, à quoi je sers, est-ce que je fais bien, qui me le dit, hein, est-ce qu'on est juste, c'est ta notion que tu as dit, le rapport avec la justice, et est-ce qu'il y a de la justice dans ce que je fais, est-ce que quelqu'un me dit c'est juste, est-ce que mon environnement est juste, parce que je peux être reconnu. Mais si je suis reconnu tout seul dans un environnement qui est injuste, c'est plus de la reconnaissance. C'est plus de la reconnaissance. Alors, tu as défini, j'ai bien aimé ta définition de l'empathie. Enfin, tu as fait une merveilleuse, je ne sais pas si tu accepteras le terme, mais j'ai entendu ta définition pour moi. Alors, bien sûr, c'est connoté, mais tu as fait une super définition, ce qui s'appelle la bienveillance. Je ne sais pas si tu acceptes ou pas le propos. En fin de compte, tu as fait une démonstration de ce que devait être la bienveillance. Et aujourd'hui, on n'a plus d'école de bienveillance dans cette société. La bienveillance, c'est déjà favoriser la reconnaissance et le respect. C'est l'empathie positive, mais c'est déjà la bienveillance. C'est l'altérité, c'est reconnaître l'autre et respectueusement en tant qu'autre, en tant qu'individu, aussi dans le groupe, et être bienveillant à son égard. Et c'est vrai qu'on a une société, comme tu as dit, tu as une société qui casse l'empathie. Tous les systèmes aujourd'hui cassent les empathies, tu as bien expliqué ça. Mais aujourd'hui, rien ne favorise la bienveillance. Quand tu regardes bien, il n'y a rien dans la société qui favorise la bienveillance. On montre tout le monde contre tout le monde. Il me dit, fais vite, j'ai faim, j'accélère. Savoir se déconnecter. Savoir se déconnecter. Bon, bah oui, on est d'accord, hein, savoir se connecter. Ça passe par des engagements syndicaux. Ça passe aussi par des accords, ça passe par des chartes. Plus de réunions après 17h, là c'est pas de la philosophie, et on n'envoie pas des mails, comme à FO d'ailleurs, le dimanche ou le samedi, comme Fradé. Hein. Voilà. Fallait que je passe Fradé. Hein. Qui nous emmerde avec ses mails le dimanche à 11h. Hein. Bon, alors ça c'est simple. Ça c'est simple. Il faut dire non. Alors, cultiver la confiance, eh ben, c'est la synthèse de tout ça. Encore 2 minutes. 5, merde. Et la confiance ne se décrète pas, elle se construit. C'est la synthèse de tout ce qui a été dit. On peut pas cultiver la confiance si, avant, on n'a pas donné un sens aux choses, si on n'a pas eu de respect, si on n'a pas de reconnaissance. C'est un non-sens. Hein. Cultiver la confiance, c'est cultiver tout ce qui a été dit avant. Alors, pour cela, mes camarades, je termine très vite. Vous voyez, j'ai fait sans filet. Hein. Alors, notre rôle, c'est quoi? C'est transformer le débat d'idées. C'est bien d'avoir un débat. C'est bien de faire des colloques. C'est bien, et je les remercie, d'échanger avec des experts, des intellectuels. Mais nous, syndicats, notre rôle, c'est quoi? C'est de faire changer les choses. Vous êtes d'accord? Donc, c'est, comme l'a dit Delgène, essayer de mettre un pied entre la porte et mettre le mal-être, la question générale du mal-être au travail, et pas seulement du burn-out, hein, la question générale du mal-être au travail, au niveau du débat politique. Comme nos anciens l'ont fait, on peut appeler ça du sociétal, on appellera ça comme vous voulez, mais comme nos anciens et nos anciennes l'ont fait pour la contraception, pour l'avortement, pour la peine de mort, pour
et ce qu'il n'a pas fait, même si le changement c'est maintenant, les fins de vie. Alors après, chacun a son opinion, chacun a sa libre conscience. Mais aujourd'hui, c'est un fléau énorme. Et notre but, nous syndicalistes, c'est comment on fait avancer les choses, comment le législateur s'empare de cette question. Sinon, hein, si on ne pousse pas, ça ne bougera pas, comme a dit Delgen. On sera toujours entre bonne compagnie avec les experts et on dissertera à l'infini. Mais ça avance quand même. Alors pour cela, eh ben, il faut être présent dans les négociations. Il ne faut pas signer, par exemple, le dernier accord qui était une vraie saloperie. Voilà. Ça, c'est facile. Hein. Ça, c'est facile. Il faut absolument faire respecter les protocoles d'harcèlement et les améliorer réglementairement et de façon législative. Il faut, dans les expertises, être présent. Les expertises sont quand même des témoignages, même si leur effet n'est pas ce qu'on voudrait qu'il fût ou qu'il soit, je ne sais plus conjuguer là. Les expertises, vous l'avez compris, sont importantes parce que c'est des témoignages. C'est des témoignages. Donc, il faut continuer les expertises. Alors, il ne faut pas faire des expertises pour faire des expertises, mais les expertises sont extrêmement importantes parce que c'est des vigies. Attendez, voilà ce qu'il a dit. Attendez, s'il y a un deuxième qui se fout en l'air à la communication, attendez, vous l'avez lu là, le truc, vous l'avez lu? La judiciarisation, eh bien oui, puisqu'on ne veut pas nous entendre, il ne faut pas hésiter à judiciariser. Il ne faut pas hésiter, ça ne nous fait pas plaisir. Donc, mes camarades, le vrai progrès, nous sommes des femmes et des hommes de progrès, c'est de faire passer ce débat au niveau du législateur. Et c'est pour ça, le seul vecteur pour moi, comme l'a dit Delgen, c'est le collectif, c'est l'action, c'est le syndicalisme, et c'est ne pas baisser les bras, et c'est la lutte. Et je vous remercie. Voilà.